Je m'appelle Anna. Ma vie a été un peu comme un livre, et je veux dire par là que c'est comme arracher un pansement, rapide, un peu douloureux, et surtout oubliable. Si vous avez une minute ou deux, prenez une chaise. J'ai une saga qui vous rendra reconnaissant pour vos parents fous. Commençons par ma soi-disant famille. Imaginez une petite maison pittoresque, avec une clôture blanche, des barbecues dans l'arrière-cour et un chien nommé Buster, à qui il manque quelques poils. La peinture de Norman Rockwell s'arrête là. Dans cette maison à l'image parfaite se trouvait ma grande sœur, Rachel, qui était en quelque sorte la reine des abeilles. Et puis il y a moi. Je suppose que j'étais l'abeille ouvrière, qui bourdonnait en faisant son truc, à peine remarqué. Mais je dois reconnaître que Rachel savait comment jouer le jeu. Blonde, un sourire qui pouvait illuminer un bar, et des mots qui faisaient fondre nos parents comme un popsicle en juillet. Elle a tout raflé en grandissant. Un nouveau vélo rutilant, celui de Rachel. La dernière part de pizza? Toujours à Rachel. Le gros pull duveteux que je cherchais pour Noël? Vous l'avez deviné, c'est celui de Rachel. Et quand elle m'a charmé, c'était la fin de la partie. Maman, papa, est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir cette robe pour le bal de fin d'année? Elle battait des yeux, et il tombait dans le panneau à chaque fois. Moi, par contre, je prenais les restes, et les vêtements de seconde main. Mais ne vous méprenez pas, je n'étais pas tout à fait sa torsade ou quoi que ce soit d'autre. J'avais des vêtements sur le dos, un toit au-dessus de ma tête, mais disons que la vie ne me donnait pas de cuillère en argent. Maintenant, mes parents. Papa avait le genre de travail où il rentrait à la maison avec de la graisse sous les ongles et un sourire fatigué. Maman? C'était une magicienne dotée d'une spatule et d'un cou qui lui permettait de renifler les conneries. Sauf si elle venait de Rachel. Quand Rachel est entrée dans cette université huppée avec ses grandes pelouses et ses murs couverts de lierre, c'était comme si Noël était arrivé tôt et était resté tard. Maman et papa ont organisé une fête qui aurait pu réveiller les morts. Mais lorsque j'ai été prête à commencer à penser à mon propre avenir, la parade était passée depuis longtemps. Tout d'un coup, c'était comme si l'argent était rare, Anna, et que la vraie vie consistait à faire des sacrifices. Vous savez, je me souviens qu'ils ont annoncé la nouvelle, assis à la table de la cuisine qui avait une jambe bancale. Papa se grattait la nuque, signe qu'il n'était pas très chaud pour la conversation. Anna, nous avons fait les comptes, et ça ne se présente pas bien, avait-il dit. Il faut être réaliste, Anna. Maman est intervenue en remuant son café, même si elle n'en avait pas besoin. L'université n'est pas donnée. Et elle serait peut-être temps que tu trouves un travail. Tu sais, aider un peu. À les voir tourner autour du pot, on croirait qu'ils disent au Buster qu'il est parti rejoindre le cirque, plutôt que de dire simplement que mes rêves coûtent trop cher. J'étais donc là, à moins de 18 ans, et j'ai dû me rendre à l'évidence que l'école n'était pas une option. Je n'allais pas me résigner à laisser mourir mes rêves, vous savez, mon plan était on ne peut plus clair. Travailler jusqu'à l'os, économiser chaque centime et me rendre dans une salle d'audience le dimanche, avec ESQ, étiqueté à la fin de mon nom. Les emplois que j'occupais n'étaient pas prestigieux, loin s'en faut. Le jour, je servais du café et j'évitais les miettes de pâtisserie. La nuit, je me retrouvais les coudes dans l'eau, à faire la vaisselle dans un restaurant qui avait connu des jours meilleurs. Tu dois être la personne qui travaille le plus dur que je connaisse. Anna, m'a dit Émilie un soir dans notre petite cuisine miteuse. C'était une graphiste indépendante? Avec un rire qui pouvait illuminer tout le quartier. Oui, acquiesça Trish, qui était en train d'enfiler sa guitare basse, se préparant pour un concert avec son groupe. S'il y a quelqu'un qui peut réussir, c'est bien toi. Leurs paroles étaient comme une tape dans le dos, un encouragement qui me permettait de continuer à avancer. Tout était sur la bonne voie, peut-être avec un peu de retard, mais qu'est-ce que la vie sans quelques retards, n'est-ce pas? Et puis, comme ça, tout s'est écroulé. Je me suis réveillée un matin avec ce que je pensais être une grippe mortelle. Et elle s'est avérée que c'était bien plus grave. Pour faire court, j'ai atterri à l'hôpital avec une pile de factures médicales qui ressemblait à l'encyclopédie Britannica. Madame Anna,
votre assurance en a couvert une partie, mais la dame du service de facturation avait une voix qui donnait l'impression qu'elle était toujours sur le point d'annoncer de mauvaises nouvelles. Et c'est ce qu'elle a fait. Vous devez encore pas mal d'argent, a-t-elle dit, en poussant une facture sur le bureau qui m'a fait sombrer le cœur dans les baskets. C'en était fini de mes fonds d'études, englouti par des chiffres et des décimales que j'avais du mal à comprendre. J'ai essayé de plaider ma cause, d'obtenir un plan de paiement ou quelque chose du genre. Je n'ai rien obtenu. Je lui ai dit, chaque partie de moi voulant ramper dans un trou et abandonner. Ce n'est pas personnel, Anne, c'est juste le système. Elle m'a répondu, mais j'ai eu l'impression que c'était personnel. De retour à notre appartement, l'atmosphère était aussi viciée que la pizza que nous avions laissée sur le comptoir pendant la nuit. Voilà les manuels. J'ai marmonné, en feuilletant les pages de définition juridique que je n'avais toujours pas mémorisées. Nous étions assis là, trois rêves différés, enveloppés dans l'honnêteté brutale de notre espace de vie exigu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A demandé Trish après un silence qui a duré trop longtemps. Je n'avais pas de réponse, juste un tas de points d'interrogation dans ma tête. J'étais de retour à la case départ, mais j'avais l'impression d'être encore plus en retard que lorsque j'avais commencé. Reprenons à zéro. J'ai fini par me dire, que puis-je faire d'autre, je ne suis pas fait pour abandonner. Cela sonnait bien, mais même moi, j'entendais le tremblement de ma voix. Ils ont tous les deux hoché la tête, mais il était impossible de cacher les lignes d'inquiétude gravées dans l'instant. Oui, je comprends que notre maison est trop encombrée. J'ai chuchoté dans le téléphone, les mots étant amers lorsqu'ils ont quitté ma bouche. Maman ne m'a pas vu avaler la boule dans ma gorge, ni la façon dont mes mains tremblaient. Tu es forte, Anna. Tu t'en sortiras. C'est ce que papa a dit avant de rendre le téléphone à maman. Le banc de l'arrêt de bus était dur contre mon dos. Je m'y suis assise, réfléchissant à ce que j'allais faire, tandis que les gens qui avaient un endroit où aller passaient en trombe devant moi. Rachel, avec son nouveau bébé et sa vie parfaite, n'est même pas venue au téléphone. Elle n'avait probablement pas envie d'entendre ma malchance à travers le combiné. La famille, c'est ça ? Le type qui attendait à côté de moi a reniflé en entendant la fin de mon appel. Elle portait une veste qui avait connu de meilleurs hivers et une ombre de 5 heures assise à 8 heures. Oui, la famille, ai-je répondu, n'étant pas vraiment d'humeur à bavarder, mais il y a un certain réconfort à parler à un étranger. Et, ne te laisse pas abattre. Tu as l'air de t'être battu, oui, dit-il en froissant le sac en papier qu'il tenait dans sa main. J'ai réussi à esquisser un demi-sourire. Tu as des conseils pour dormir sur l'un de ces sièges ? J'ai plaisanté, mais l'humour n'a pas atteint mes yeux. Il a regardé, plissant les yeux comme s'il évaluait le banc. Les bus circulent toute la nuit. Je suis d'accord avec la fin de l'article. Plus sûr qu'un banc. Ces mots sont restés dans l'air tandis que mon téléphone émettait un avertissement de batterie faible. Super, ajoutez ça à la liste des succès d'aujourd'hui. Le bus s'est arrêté devant nous en sifflant. Ses portes se sont ouvertes, nous invitant à aller là où il nous emmènerait. Le type est monté dans le bus et s'est assis parmi les visages fatigués des navetteurs nocturnes. Je suis resté en arrière, le ticket de bus serré dans mon poing, pas encore prête à m'engager à tourner en rond. J'ai tiré ma valise et j'ai commencé à marcher, les roues tambourinant un rythme solitaire sur le trottoir. Les lampadaires clignotaient au-dessus de ma tête et, dans leur lumière bégayante, j'ai fait un vœu silencieux. Mon histoire ne se terminera pas comme ça. En m'accrochant à cette pensée, j'ai marché dans la nuit. Chaque pas était un défi, chaque respiration une promesse, que j'allais me frayer un chemin hors de ce trou. Viens par ici, petit point. Et la voix de tante Marlène est passée par l'autre bout du fil, comme si elle me tirait des sables mouvants. Je n'aurais jamais cru être aussi heureux d'entendre son timbre rauque. Lorsque je suis arrivé chez elle, elle n'a pas perdu de temps en plaisanteries ou en bavardages inutiles. Tu as une tête d'enfer, m'a-t-elle dit en me faisant entrer, la main fermement posée sur mon dos. J'ai passé les premiers jours dans sa chambre d'amis, à essayer de me reconstruire. Elle ne m'a pas demandé de détails. Elle n'était pas du genre à s'engager dans des discussions à bâtons rompus.
Mais je voyais bien qu'elle attendait que je commence à parler. Finalement, alors que nous étions assises à la table de sa cuisine encombrée, entourée de plantes qui semblaient aussi résistantes qu'elle. Tante Marlène a posé sa tasse et m'a regardée avec ses yeux perçants. Que veux-tu, Anna? Tu veux vraiment? Cela me rendait nerveuse, comme si j'étais dans une de ces émissions de relooking, et que c'était la grande révélation. Mais j'étais trop fatiguée pour tourner autour du pot. Je veux être avocate, tante Marlène. Ma voix portait une pointe de désespoir que je ne pouvais plus cacher. Elle a hoché la tête, comme si elle le savait déjà. Si c'est le cas, elle a commencé à taper avec ses doigts sur la table. Le tintement se mêle au tic-tac de l'horloge murale. Je paierai tes études. Mon cœur a tressailli comme s'il avait reçu un coup de poing d'espoir. Tu es sérieuse? Comme une crise cardiaque. Mais elle a levé le doigt, tranchant l'air avec son état. Tu maintiens tes notes. Pas de relâchement. Ces mots étaient sévères, mais il y avait une étincelle dans ses yeux, me disant qu'elle croyait en moi. C'est vrai? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pourquoi l'océan croit-il en moi? Pourquoi l'océan? Je n'ai pas économisé pour dépenser mon argent en bingo et en whisky. Je me suis levée et je l'ai serré dans mes bras, très fort, en lui disant « Merci d'avoir été écrasé entre nous. Maintenant, pas de ces trucs à l'eau de rose. » Elle a grogné, mais elle m'a tapoté le dos avant de me chasser. « Et tu vas travailler pour moi, à temps partiel. » J'ai besoin de plus d'aide ici que je ne veux l'admettre. Quel genre de travail? J'étais enthousiaste, prête à faire n'importe quoi. Le genre qui a besoin d'être fait. Elle répondit vaguement, d'un geste dédaigneux de la main. Nous commencerons par cette jungle que tu appelles une coiffure, et nous passerons aux travaux de jardinage demain. J'ai ri. C'était un rire franc et sincère que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Marché conclu. Ne crois pas que je suis juste gentille. Tante Marlène m'a prévenue. Si tu tombes, si tu deviens paresseux, le marché est rompu. J'ai secoué la tête, le sérieux reprenant le dessus. Ça n'arrivera pas. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a souri. C'est bien. Maintenant? Aide-moi avec ces foutues plantes. Elles ont une meilleure vie sociale que moi. J'ai passé le reste de la journée couverte de terre, à tailler et à arroser, mais la terre n'a jamais été aussi agréable sur mes mains. Tante Marlène m'a fait travailler pour chaque centime qu'elle m'offrait, mais ce n'était pas grave. L'époque de l'université n'était pas une promenade de santé. Tante Marlène m'a bien aidée, mais l'équilibre entre les livres et les factures était comme jongler avec des couteaux, en faire tomber un, et il pouvait couper profondément. Le matin, après avoir bachoté sur la procédure civile, j'ouvrais les yeux, mon alarme bourdonnant comme une abeille dans un bocal. Les livres s'étalaient sur le bureau comme un buffet dans lequel je ne voulais pas piocher. Quand mon estomac grondait, me rappelant que j'étais un être humain qui avait besoin de carburant, je le faisais courir jusqu'au restaurant le plus proche du campus. Régulière? Lily, qui tenait le comptoir, me demandait d'un air entendu quand je m'approchais. Un double. J'ai une longue nuit devant moi, disais-je. Elle me passait le café et le sandwich. Vous allez vous épuiser si vous continuez comme ça. On ne peut pas s'épuiser quand on est en feu. Je plaisantais, même si je me sentais plus comme du petit bois que comme un brasier. Les nuits se sont transformées en une succession de flashcards et de nerfs à vif. Chaque fois que mon téléphone sonnait, c'était soit un rappel pour une facture impayée, soit un message de tante Marlène qui me demandait comment s'était passée ma journée. Je lui disais toujours qu'elle était meilleure qu'elle ne l'était en réalité. Puis les choses ont changé du jour au lendemain. Tante Marlène est tombée gravement malade, comme si la vie l'emportait. J'ai serré sa main plus de fois que je ne pouvais le compter dans cette chambre d'hôpital trop calme. Je ne pouvais pas dire grand-chose. Que dire quand la personne qui est votre roc s'effondre? Qui va me reprocher de manger des biscuits au lit quand tu seras parti? J'ai essayé de plaisanter lors d'une de ces visites, en m'efforçant de rester légère. Tu n'as pas intérêt. Elle râlait, sa voix était un murmure. Des miettes partout. Nous n'avons jamais parlé de l'argent.
C'était comme un accord silencieux, l'éléphant dans la pièce portant un 2 à 2 que personne ne voulait commenter. Après son décès, je me suis assis dans le bureau de cet avocat rigide, plus nerveux que je ne l'ai jamais été pour un examen. Lorsque l'avocat, un homme raide coiffé d'un peigne et dont les lunettes glissaient sur le nez, a dit « Elle t'a laissé la maison, Anna », j'ai eu l'impression que tante Marlène n'était plus là. C'était comme si tante Marlène veillait encore sur moi. Elle quoi? J'ai cligné des yeux, les rouages de ma tête s'arrêtant net. La maison. Et il a tripoté des papiers. Une somme considérable pour tes dettes d'études, le reste. C'est à toi de voir. Marlène a été claire sur le fait de faire son propre chemin. Malgré le nœud dans ma gorge, j'ai demandé. A-t-elle dit autre chose? Juste qu'elle croyait en toi. Il a ajusté ses lunettes. En quittant le bureau ce jour-là, je me suis sentie à la fois plus lourde et plus légère. Elle m'a laissé un héritage, pas seulement en briques et en mortier, mais aussi dans la conviction que je pouvais terminer ce dernier tour de piste sans elle. J'étais plongée dans la préparation du prochain grand examen lorsque j'ai entendu frapper à la porte. 3 coups secs, du genre de ceux qui vous disent que ce ne sera pas un amical. Comment ça va? En poussant la porte d'entrée de la maison de tante Marlène, la mienne, il se tenait là. Maman, papa, Rachel et son mari Dave, comme s'il s'agissait d'une sinistre réunion. Rachel ne perd pas de temps. Ses yeux sont avides, comme si elle faisait du lèche-vitrine. Anna, regarde-nous, tous réunis à nouveau dans cet endroit gigantesque. On dirait une sitcom tordue, n'est-ce pas? Ai-je dit en m'appuyant sur le cadre de la porte. Anna, a commencé papa sur ce ton, le genre qui dit « Assieds-toi, tais-toi, nous avons décidé. Nous avons discuté. Cette maison devrait être pour Rachel. Elle a des enfants, une famille. J'ai haussé les sourcils, l'incrédulité se dessinant sur mon visage. Sans blague? Un sarcasme lourd comme une encre. Ce n'est pas la bonne maison pour cette discussion, alors tu comprendras quand tu auras ta propre famille. C'est juste pratique. J'ai dû rater la partie où pratique signifiait me mettre à la porte de ma propre maison. J'ai répliqué en croisant les bras. Chérie, cette maison est un gâchis pour toi. Nous pourrions lui donner de la vie, des rires, des enfants qui courent partout. Et quoi, transformer le salon de tante Marlène en grenouillère? L'idée me faisait l'effet d'un acide sur la langue. C'est vrai, parce qu'en me montrant pour revendiquer le summum de la civilité de ma maison, j'ai craqué. Tu es égoïste, Anna, a grogné papa, convaincu de sa propre légitimité. J'ai pris le même ton qu'elle, je vois maintenant. C'est moi, la partie de la famille qui s'en est vraiment préoccupée. Un silence d'attente s'est installé entre nous. Le genre qui est lourd et qui donne l'impression d'être bourré de coton. Rachel l'a rompu, comme on pouvait s'y attendre. Tu peux être une telle, ne le fais pas. J'ai prévenu. Partez tous. Alors qu'ils sortaient par la même porte qu'ils étaient entrés, accablés par leur incrédulité et leur droit, papa s'est tourné vers moi. Tu vas le regretter. Je me suis tenu droit, le regardant droit dans les yeux. La seule chose que je regretterai, c'est de ne pas avoir changé la serrure plus tôt. Et la porte s'est refermée derrière eux et le silence est revenu. Ce retour en arrière indésirable était clos. Héritage ou pas, je conservais l'héritage de tante Marlène. Je ne le vendais pas aux enchères au plus offrant de ma lignée. J'étais fatigué. Le genre de fatigue qui vous colle aux os. Se garer dans l'allée, après une double journée de travail au cabinet d'avocat, peut faire ça à quelqu'un. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et mon lit. Lorsque j'ai enfoncé ma clé dans la serrure, elle s'est heurtée au métal, sans bouger. Qu'est-ce que, marmonnai-je en tripotant la clé. C'est alors que la porte s'est ouverte. Rachel se tenait là, la petite Mia sur la hanche, un air arrogant sur les lèvres. Change les serrures, Anna. Surprise. Mon sourcil s'est levé. Comme si tu l'avais fait. C'est ma maison. C'est ma maison. Dit-elle en faisant rebondir Mia, qui semblait ignorer ce drame d'adulte.
La colère monta en flèche et devint volatile. Regarde-moi, répondis-je en composant déjà le numéro. Son sourire en coin a vacillé. Tu bluffes point avec le répartiteur au bout du fil, la confiance de Rachel a encore baissé d'un cran. Oui, mes sœurs sont entrées illégalement chez moi et ont changé les serrures. J'ai expliqué à voix haute dans le téléphone. Le camion de papa s'est arrêté dans l'allée juste au moment où j'ai raccroché. Maman et lui en sont sortis, comme s'il s'agissait d'une intervention. Anna, sois raisonnable. Maman a commencé, les yeux humides comme si elle était dans un feuilleton. J'ai dépassé le stade de la raison. J'ai dit, sans prendre la peine de cacher l'agressivité de ma voix. Dave s'est approché de moi, un bon pied plus haut, en essayant d'avoir l'air menaçant. Allez, Anna, dit-il, la voix basse. Ne fais pas de scène. J'y brandis mon téléphone avec la touche d'enregistrement bien en vue. Répète ça, Dave. Pour la caméra? Son visage a pris la couleur du lait acidulé. Les sirènes ont coupé l'air lourd alors qu'une voiture de flics s'est arrêtée en vue. Ils en sortirent, l'air sévère et l'air affairé. Quel est le problème ici? Demanda l'un des officiers. Leur bravade s'effrite comme du pain rassis. La voix de papa perdit quelques décibels. C'est un malentendu, messieurs les agents. Une affaire de famille. Voler ma maison, c'est un peu plus qu'une affaire de famille. Dis-je en croisant les bras. Les officiers se sont regardés entre nous, observant la scène. Ils étaient doués pour cela, changeant de vitesse au fur et à mesure que la situation évoluait. Très bien, commençons par les papiers d'identité, et nous continuerons à partir de là. Dit l'un d'eux en sortant un bloc-notes. À contre-séhure, Rachel tendit Mia à sa mère et fouilla dans son sac à main. Le tango juridique avait commencé. Ils ont posé des questions, nous avons donné des réponses. Papa et maman ont fait bonne figure, mais l'acte de propriété de la maison était à mon nom, signé et scellé par le testament de tante Marlène. Pouvez-vous prouver que vous vivez ici, madame? M'a demandé l'agent. C'est mieux. Je peux prouver que j'en suis propriétaire, dis-je en prenant ma mallette dans la voiture. Et la vue du testament de tante Marlène m'a fait l'effet de la première grande respiration que j'ai prise depuis que je suis sortie de cette maudite voiture. Les officiers l'ont lu, leurs sourcils s'élevant et s'abaissant au fur et à mesure qu'ils assimilaient le jargon juridique. Cela nous semble clair, dit l'officier en repliant les papiers dans la mallette. Je vous suggère de remettre un jeu de clés à mademoiselle ici présente. Sinon, nous devrons engager des poursuites pour effraction et expulsion illégale. Comme une arracheuse de dents, Rachel donna un trousseau de clés. Maman et papa se sont vite tus, et Dave, lui, avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse tout entier. Les flics les ont escortés hors de la propriété. Maman a regardé Mia comme si j'avais donné un coup de pied à son chaton, mais la loi était la loi, pas de place pour les histoires larmoyantes. La porte s'est refermée derrière moi avec un déclic. Comme le dernier mot d'une dispute. Je me suis appuyé contre la porte, l'adrénaline faisant trembler mes mains. Épuisé, je me suis affalé dans la cuisine pour préparer une tasse de café dont j'avais grand besoin. Pendant que la bouilloire bouillait, j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Le lourd clic de la dernière serrure s'enclenchant me fit l'effet de la fin d'une longue et mauvaise plaisanterie. Il ne manquait plus qu'une chose à ma maison, devenue forteresse, pour qu'elle soit parfaite. Peut-être que j'achèterai un gros chien méchant, murmurai-je à l'intention de personne en particulier. Je n'aimais pas trop les animaux de compagnie, mais l'idée d'un monstre baveux capable d'effrayer toute intrusion de la famille m'a fait sourire. Les semaines passèrent. Le silence qui régnait du côté de ma famille était plus fort que toutes les disputes que nous avions eues. Pas d'appel, pas même un texte minable. Parfois, au plus profond de la nuit, lorsque le travail était terminé et que le silence était trop grand, je me retrouvais sur la page de Rachel sur les médias sociaux. Elle avait un don pour les photos dramatiques des enfants, les yeux tristes et les lèvres pincées, avec des légendes qui me tiraillaient la conscience. Le petit Timmy aimerait bien avoir un jardin pour jouer. Et moi son 3e anniversaire sans tante Anna. Je gloussais à chaque fois. Pensait-elle que j'étais amnésique?
Que j'oublierai pourquoi j'ai tenu bon et que j'aurai pitié d'elle. Je me souviens des jours où j'ai mendié de l'argent pour payer mes études, et où je n'ai eu droit qu'à de beaux discours sur la responsabilité et l'amour vache. J'y peux encore sentir le claquement froid de la porte quand j'étais fauché et en convalescence, et qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de place. La façon dont mon propre socle, mes fondations, se sont effondrées en poussière sous mes pieds. Non, ma nouvelle vie, c'est moi qui l'ai faite. Mes cotisations ont été payées en totalité. Mes batailles ont été menées sans que personne ne soit dans mon coin. Aucune photo avec des yeux de chiot ne changerait l'histoire qu'il voudrait que j'oublie. J'ai pensé une fois à poster une réponse, quelque chose de vif et d'un peu méchant, mais à quoi bon? J'avais travaillé pour rattraper une pile de dossiers sur ma table qui n'avaient que faire des querelles de famille. J'avais des clients qui dépendaient de moi, et c'était la réalité que je choisissais d'affronter. Parfois, tard dans la soirée, je me versais du bourbon, pur, et je m'asseyais dans mon jardin, le jardin qu'il voulait me prendre, et je savourais le calme. J'y repensais à ce chien de garde, un gros chien avec un aboiement qui ferait réfléchir mes parents à 2 fois avant de franchir le porche. Peut-être un rottweiler, ou un mastif, quelque chose de mordant. Mon téléphone est resté silencieux, un membre mort dont j'ai appris depuis longtemps à me passer. Et quand je me couchais enfin, je dormais du sommeil du juste, ou du méchant, peu importe lequel. Aucun fantôme de culpabilité ne viendrait troubler mon repos, aucune question agitée sur ce qui se serait passé. Juste la certitude que, des 4 murs qui m'entourent au toit au-dessus de ma tête, tout m'appartenait, de bout en bout. Et la dernière chose dont je me souviens, tous les soirs, c'est de la faible idée d'avoir ce chien. Peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas. Mais le choix m'appartenait, et cela me suffisait.